Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça marche. Qu'importe. Tu veux aller où? Tu veux aller entre les deux? Tu veux aller où? Ouais, bah on a un stand de. Ouais, je pense, oui. Bon. Bonjour à tous, ça marche, oui, vous m'entendez. Merci, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce début d'après-midi. Donc nous allons parler d'automatisation et d'optimisation avec trois représentants du secteur de la tech et de la restauration. Donc je commence par Geoffrey Taïeb, vous êtes patron de la société Alpaga, qui est une marketplace dédiée aux équipements CHR d'occasion. Exactement. Voilà, jusque-là tout va bien. Jonathan, on dit Jonathan ou Jonathan? Moi, alors c'est Oui. moi qu'on dit Jonathan. Jonathan Jablonski. Jonathan Jablonski. Ouais, donc vous dirigez Factory & Co. Alors, c'est une douzaine de restaurants. Est-ce que je me trompe? Il y en a plus depuis? Non, c'est toujours une douzaine. Alors, c'est une douzaine de restaurants aujourd'hui, mais comme on a fait un très beau salon de la franchise, il y en a d'autres qui arrivent. Ah, donc ça, c'était la semaine dernière. C'était la semaine Ah, dernière. donc depuis la semaine dernière, c'est plutôt une trentaine? Non, je plaisante. Peut-être pas, Mais il y en a plus. En tous les cas, il y en a plus à venir. Ouais. Ok. Et vous êtes donc vos restaurants sont plutôt ciblés sur de la street food, new-yorkaise même, on peut Alors, dire. on a plusieurs marques. Il y a Factory Ok. Co qui est de la street food new-yorkaise. On va avoir évidemment des burgers, des cheesecakes, des bowls, du coffee shop toute la journée. On a aussi Italian Queen qui est la cousine de Factory Co en version street food napolitaine. Pizza napolitaine, les panozzo, les pâtes, etc. Et on a aussi Los Pueblos qui est le dernier, Los Pueblos sur la restauration mexicaine. Ok. De la vraie restauration mexicaine, je précise. Et vous êtes à la tête du Leaders Club. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez juste expliquer ce qu'est le Leaders Club? Leaders Club, c'est une association qui existe depuis 1993, qui regroupe à peu près tout le food service, qui a été à la base créée par les anciens mastodontes de la restauration, les Louis Leduf, Daniel Majonchi et compagnie. Et l'idée, c'est de se retrouver entre restaurateurs et partenaires pour parler évidemment des tendances, dénicher en fait les pépites de la restauration, parler de nos problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Et finalement, c'est un réseau où on développe du business. Et Pierre-Julien Chantios, donc vous êtes cofondateur d'Eleni Group. Alors Eleni Group, représente beaucoup de restaurants dont la plupart ont été créés ou imaginés par le chef Juan Arbelaez. Et vous avez également Amandine Chéniaud à la tête d'un restaurant. Je vous laisse présenter ces restaurants rapidement. Exactement, bonjour. Je suis cofondateur du groupe Eleni avec le chef Juan Arbelaez et mon frère Grégory. On détient aujourd'hui 11 restaurants propres et 4 restaurants sous gestion, puisqu'on est maintenant opérateur spécialisé en restauration auprès des hôteliers notamment. Et on a 4 belles ouvertures à venir cette année. Donc on aura une vingtaine de restaurants à la fin de l'année. Ouais. Et en parallèle aussi, cofondateur de Kalios, la marque d'huile d'olive grecque. Voilà, qu'on ne présente plus, je pense, maintenant. Absolument. Donc, évidemment, le secteur de la restauration, avec l'arrivée notamment de l'IA, a été complètement métamorphosé à la fois en termes de fonctionnement, de recrutement, d'organisation au sein même des restaurants. Et pour introduire cette conférence, ou plutôt cette conversation, j'ai envie de vous poser à tous les trois une
question de sémantique. Quand on voit le mot automatisation, ça peut faire peur. On se dit, oh là là, ça y est, il y a des machines qui vont faire des choses à la place des êtres humains. Donc chacun, qu'est-ce que vous mettez comme définition derrière le mot automatisation? Alors peut-être qu'on commence par vous, Jonathan, et on revient jusque vers moi. Derrière l'automatisation dans la restauration, il faut surtout penser progression. Je ne sais pas si vous êtes restaurateur ou si vous êtes fournisseur, mais en tout cas, l'automatisation permet d'aller plus vite, d'être plus précis, de faire moins d'erreurs et puis de faire plus de chiffre d'affaires, d'optimiser du coup les KPI de son activité et de se développer plus rapidement. Je rejoins Jonathan aussi et je rajouterais peut-être simplification des tâches et optimisation de la performance aussi. D'accord. Et Geoffrey? Je rejoins mes collègues, je suis d'accord, il y a un vrai sujet sur les tâches, éviter les erreurs. Et je dirais qu'il y a beaucoup de tâches au quotidien qui ont des faibles valeurs ajoutées pour les restaurateurs. Et que c'est un vrai enjeu, je pense, pour tout le monde d'essayer de réduire le temps, réduire les erreurs, réduire les coûts. Et je pense que l'automatisation va avoir un vrai rôle à jouer là-dedans. Et est-ce que l'automatisation n'a pas quelques limites? Par exemple, quand ça casse ou quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qui veut démarrer? Bon, globalement, aujourd'hui, ça casse quand même pas souvent, et puis c'est pas tout qui plante en même temps, sauf le jour où il y aura une cyberpandémie. Là, ils nous ont parlé d'une cyberpandémie, on verra ce que ça donne, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on n'a jamais eu de gros problèmes majeurs. Ça arrive qu'il y a un problème de réseau, à ce moment-là, bon, c'est un peu la folie, parce que quand il y a toutes les bandes de commandes, nous on est passé sur la bande de commandes chez Factory & Co, qu'il y a toutes les bandes de commandes qui pètent à midi, tu transpires un peu, mais... C'est déjà arrivé, ça sent le vécu quand même. Oui, c'est arrivé. Mais c'est arrivé une fois, voilà, il y a un problème de réseau sur tout le centre commercial dans lequel on était. Bon, mais globalement, ça n'arrive pas, quoi. On peut planter peut-être un demi-service, on va dire, mais ça se rattrape. Nous, ça nous arrive un peu plus régulièrement, mais voilà, quelques fois par an où oui, tous les systèmes lâchent et on repasse au bon, à l'ancienne. Donc, restauration traditionnelle, on repasse au carnet de commandes et ça fonctionne. Et Pierre-Julien, quand vous dites tout lâche, ça veut dire que tout lâche en même temps dans tous les restaurants? Ouais, le réseau lâche et du coup, faut repasser à l'ancienne. Ouais. Ah ouais. Et en général, ça se remet, mais juste après le service. Donc, voilà. Non, mais après, il peut y avoir le Wi-Fi qui saute, mais il y a toujours des systèmes aujourd'hui. On peut avoir comment on appelle ça, une antenne 3G ou 4G en plus qui vient backuper finalement quand il y a un problème. Donc, globalement, aujourd'hui, on peut trouver des solutions. Alors Geoffrey, l'automatisation, quand ça casse, qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, nous, on n'utilise pas les équipements parce qu'on les vend. Par contre, on est souvent Mais témoin. on vous sollicite. Voilà, on nous sollicite dans ces moments-là. Et je pense que notre rôle à nous, c'est de mettre en place les process pour répondre le plus rapidement possible et intervenir rapidement en cas de panne. Aujourd'hui, on peut intervenir sur du SAV, quelle que soit la panne, en 24 à 48 heures n'importe où en France. Et l'idée, c'est de faire en sorte que en cas de problème, on dépanne et on sorte d'une situation très désagréable tous nos clients. Et on peut vous solliciter, en tous les cas pour cette action de SAV, matin, midi, soir, nuit, aube et week-end. Oui, ah oui. Week-end aussi. Ouais, donc tout le temps. Ouais. Bien sûr, c'est le cœur du métier. Enfin, je veux dire, on vend beaucoup d'équipements qui sont centraux dans les cuisines de nos clients. Le four, la laverie, etc. La préparation, si ça tombe en panne, il n'y a plus d'activité. Et ça, on peut pas... C'est pas acceptable. Donc, effectivement, on fait en sorte que quand il y a un problème, on le résolve le plus rapidement possible. Et on peut même l'anticiper en faisant plus de maintenance préventive pour éviter que ça arrive, mais c'est un autre sujet. Jonathan et Pierre-Julien, je me retourne vers vous. Quels sont les outils que vous utilisez aujourd'hui dans vos établissements? Alors, Pierre-Julien, on commence par vous et Jonathan après. On a quelques outils vraiment indispensables aujourd'hui, qui est notre ERP, notamment Maika One, qui est l'ancien NetResto, qui est vraiment notre colonne vertébrale de gestion. On utilise sur cet outil-là le volet achat, le volet RH, bien sûr, le volet contrôle de G et le volet hygiène. Et aujourd'hui, on a, parmi nos 15 restaurants qu'on pilote aujourd'hui, on a à la fois des restaurants plus bistronomie, gastro, on a du bar à vin, on a du restaurant festif, de la brasserie, et chacun est piloté avec cet outil-là. Donc c'est vraiment quelque chose de très puissant. On utilise bien sûr un système de réservation ZenChef, qui est aujourd'hui pour moi la plateforme la plus performante, qui est
qui devient assez complexe parce que si on veut aller vraiment dans le détail, et je pense que c'est essentiel sur ces outils-là, ça demande un pilotage assez précis. Mais ça nous a permis de faire entre 20 et 30% de chiffre d'affaires en plus. Oui, j'allais vous dire, alors j'allais aborder les performances après, mais si Ouais. vous les évoquez dès maintenant, mais oui, donc quand même, il y a des outils, mais avec des performances au bout. Et puis après, les systèmes de caisse, on est passé sur les nouveaux systèmes. Voilà, nous, on a l'addition dans le groupe, un peu Lightspeed aussi, mais surtout l'addition. Voilà, c'est vraiment les outils. On est en train de voir côté Summit aussi, qui fait des choses assez cool sur la partie BEV, avec l'aide au sourcing de vin et un affichage des prix en temps réel du marché et un pilotage des marges au réel aussi qui est vraiment très cool. Jonathan, les outils que vous utilisez, ce sont lesquels? Alors à part Alpaga qu'on utilise à tout va, non mais Alpaga c'est rigolo qu'on se retrouve là parce qu'on travaille ensemble depuis quoi, un mois peut-être, Ouais, un truc et comme ça, ils ont un système de SAV exceptionnel. Ah bah Je donc, n'ai jamais alors vu vous allez ça. pouvoir, parce que vous l'avez déjà testé. Oui, bien sûr, on le teste. J'ai un franchisé qui arrive, qui appelle l'autre jour, sa friteuse saute à la Défense. Tu vois, donc, en plus, il y a un gros flux. Ils sont intervenus l'après-midi même. Ils avaient anticipé, ils avaient dans le camion une friteuse de rechange. Et donc, il n'a pas perdu de chiffre d'affaires, en fait. Ouais, donc ça veut dire qu'il a enchaîné. Enfin, une fois que le Ah oui, SAV oui, oui. était, ouais, il a continué à travailler. Quoi. Il n'a C'est clair. absolument pas Donc, fermé. sur cette partie-là, tu me donneras mon enveloppe tout à l'heure. Ouais. On s'arrange. Exactement, c'est prévu. Et non, mais blague à part, j'utilise exactement le même système Maika One, en tout cas sur toute la partie effectivement planification, sur la partie contrôle de la matière et l'hygiène. Parce que c'est très important quand on fait de la restauration, il faut piloter son entreprise. Et pour piloter en fait ses KPI et sortir une situation tous les mois, il faut les bons outils. Il faut que quand on va typer, je sais pas, par exemple un burger avec une certaine recette, ça va défalquer en fait sur le logiciel de back-office, de manière à quand on fait ses stocks, on sait s'il y a une différence entre ce qu'on doit avoir et puis ce qu'on a réellement. Et après, on peut ajuster. Bah, peut-être que dans la formation, c'était mal fait parce qu'il va mettre une grosse cuillère de, je sais pas, de guacamole au lieu d'une plus petite, etc. Et ça, multiplié par le nombre de sandwichs qu'on fait à l'année, c'est des milliers, voire dizaines de milliers de déperditions qu'on peut avoir. Ouais. Donc Maika One, en tout cas un outil comme ça, un ERP comme ça, c'est indispensable. Tu utilises Maika One, toi, non? Tant pis pour toi. Et Los Pollos, on peut l'applaudir bien fort, la maison Los Pollos qui est là. Après, j'utilise en système de caisse 6Xpos sur Factor Co et InnoVorder sur Italian Queen. Les deux sont très bien, il n'y a pas de sujet. On a les bandes de commandes, les QR codes aussi, qui sont vachement bien parce que le QR code, il permet de faire du reorder. Je donne un exemple. Il y a un client chez Italian Queen qui prend une pizza, il pense qu'il va avoir assez. Il mange sa pizza, il voit passer un serveur avec un tiramisu, il veut recommander, il ne va pas se relever à la borne, il a le QR code, il reprend la commande là-dessus, et donc on fait à peu près 15 à 20% de reorder et de chiffre d'affaires en plus, rien qu'avec avec le QR code. Et puis après, très important, Full Soon, que je préconise énormément. Donc Full Soon, ça c'est de l'intelligence artificielle au service du restaurateur. Ça veut dire qu'en fait, il va analyser les 4 à 6 derniers mois de l'activité et il va faire des préconisations de commandes jusqu'à 90 jours. D'accord? Et avec une véracité à 95%. C'est-à-dire que vous savez planifier en avance vos achats, votre personnel, ce qui va se passer. Ils savent exactement. Voilà. Donc c'est un outil aujourd'hui qui est vraiment indispensable. En termes de performance, là je parle de chiffre d'affaires, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, vous avez des chiffres à donner précis ou même en termes de gestion de la masse salariale, comme vous l'avez dit, est-ce que finalement ces outils aident vraiment, vous êtes capable de mettre des chiffres dessus? Oui. Oui, un système de résa bien paramétré, je disais, ça peut être plus 20, plus 30. Et à l'inverse, mal paramétré, ça peut être moins 20, moins 30. Et ça nous est arrivé. Ah oui. C'est pour ça que voilà, c'est quelque chose qu'on pilote. On va évoquer la formation aux outils tout à l'heure, mais donc ça veut dire que quand vous dites... Il y a un vrai impact, oui. Il y a un vrai impact. Et pourquoi il avait été mal utilisé? Parce que des mauvaises rotations de services, des créneaux mal ouverts, parfois des empreintes bancaires trop élevées qui vont freiner la prise de réservation. Voilà. Donc tout ça, ça se mesure. Beaucoup d'A/B testing, il faut faire plein de tests et voir ce qui marche. On parlait de Maika One, le pilotage des masses salariales. Aujourd'hui, nous, on pilote au service près, midi-soir. Donc ça a un vrai impact. Et le fait de piloter au service, ça permet vraiment d'ajuster de façon plus optimale. Jonathan, vous voulez ajouter quelque chose sur ce côté performance?
à la fois en chiffre d'affaires, en masse salariale, en gestion peut-être du personnel. Hein. Oui, en fait, on gagne des points de marge de tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on est passé sur la digitalisation déjà par la bande de commande. On a gagné 20% de chiffre d'affaires, des fois même 30%. Ouais. On a, grâce aux nouveaux outils et tout un écosystème complet, on a gagné 10 points de marge. Donc aujourd'hui, nous, chez Factoring Co, Italian Queen, on est sur entre 22 et 25% de frais de personnel et 25-26 de food cost. Donc c'est des résultats. On est entre donc 22-25 d'EBITDA. Et ça, évidemment, c'est tout. C'est le travail des équipes au quotidien. C'est les outils qui nous aident. En fait, les outils nous font gagner du temps, de la précision. Ça permet d'avoir du coup plus de temps après avec les clients. Oui, plutôt que de le passer dans le bureau. On en fait quoi de ce temps gagné? Ben voilà, on le met ou au service de la formation, plus près de ses équipes et surtout plus près des clients. Et donc on vient chouchouter ses clients, ben on va aller chercher des bonnes notes après sur les Google et compagnie. Et mécaniquement, on ressent de la progression. Ça aide vraiment la progression. Donc cette automatisation tout à l'heure que j'opposais pour vous provoquer un peu à de l'humain, finalement, cette automatisation permet davantage d'humain là où on en a besoin, notamment dans la relation client. C'est surtout de la digitalisation plus que de l'automatisation. Oui. L'automatisation, il y a quand même l'humain qui est derrière. Mais la digitalisation est couplée à de l'IA, bien évidemment que ça aide énormément, quoi. Geoffrey, donc, alors vous êtes confronté, vous proposez un SAV. Quand une machine tombe en panne, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, est-ce que vous prêtez des machines aussi quand ça tombe en panne? Vous pouvez réparer, mais si on n'arrive pas à réparer, on évoquait tout à l'heure la friteuse qui a été réparée, alors vous en aviez une en stock dans le camion. Donc vous pouvez aussi dépanner au sens je prête quelque chose. Absolument. Alors, tout dépend du niveau d'urgence et de la typologie de machine, où se situe le client, etc. Donc, il y a quand même des paramètres à prendre en compte. Mais ça, pareil, on a automatisé les process en interne. Et effectivement, on a des équipements en stock. L'idée, c'est que quand on nous appelle, il y a un technicien qui va sur place. S'il y a une extrême urgence et qu'on a l'équipement en stock, on prend l'équipement dans le camion, comme c'était le cas avec Jonathan. S'il y a moins d'urgence, c'est un équipement qu'on connaît bien, etc. On va aller sur place, on va essayer de le réparer à la première intervention. Aujourd'hui, il y a des diagnostics qui sortent et toutes les machines beaucoup de machines relativement récentes sont assez bien digitalisées, donc on a les rapports techniques qui sortent, etc. Donc on peut réparer relativement rapidement et si on n'y arrive pas, le lendemain on peut revenir du coup dans la journée, encore une fois en fonction de là où ça se trouve, on peut revenir avec une machine et dépanner. L'idée étant qu'il n'y ait jamais plus que 48, 72 heures grand maximum avec une machine qui ne fonctionne pas, quoi. Et on peut s'équiper chez vous à tous les prix. Ça veut dire qu'un jeune restaurateur qui débute, qui a un budget très 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 serré, et quelqu'un qui est plus confirmé, qui a bientôt 40 restaurants comme Jonathan, baisse tes prix. on peut trouver donc à tous les prix chez vous. Oui, c'est exactement, c'est l'avantage. En fait, au début, on a commencé Alpaga, c'était quasiment uniquement de la seconde main, reconditionnée, garantie. On s'est étendu au déstockage des marques. Et maintenant, aujourd'hui aussi du neuf. Donc il y a la vente, l'avant-vente, plein de conseils, etc. Mais c'est un autre sujet. Et la pré-vente, comme on vient de le dire. Et l'avantage d'avoir déclassé, reconditionné et neuf, c'est qu'on s'adapte à tous les budgets. Et donc voilà, n'importe qui, qu'il soit finançable ou pas, on arrive à vraiment trouver les bons montages sur le chiffrage et sur l'installation pour s'adapter à tous les budgets. On évoquait tout à l'heure le gain de temps grâce à la digitalisation. Vous en faites quoi du gain de temps? Vous aussi, c'est pour les clients ou pour faire autre chose? Non, Pierre-Julien? Il y a un outil dont je n'ai pas parlé, qu'on utilise beaucoup depuis quelques mois, c'est Sunday, qui est bien connu maintenant, qui nous fait gagner beaucoup de temps, et notamment au moment de l'encaissement. On gagne 7 à 8 minutes et ça nous permet de mieux renouveler les tables. Et ça permet aussi et surtout de faire beaucoup plus de pourboires pour nos équipes, puisqu'il y a un peu d'intelligence qui tourne aussi et qui permet d'analyser ce que le client serait prêt à mettre comme tips additionnels. Et nos chefs de rang ont quasiment quadruplé les tips. Donc c'est un vrai outil qui nous a permis de mieux fidéliser nos équipes, de mieux les rémunérer aussi. Et ça veut dire peut-être donc les fidéliser, et peut-être sur certains profils, finalement, ça joue le rôle de RH, et vous pouvez peut-être en faire grimper quelques-uns en compétences quand vous voyez que certains performent plus que d'autres. C'est une question. Oui, ça permet d'analyser aussi notamment la performance de chaque chef de rang et commis.
Et derrière, voilà, on essaye de détecter. Il y a beaucoup de promotions internes puisque le groupe grandit vite. On a quasiment 4 à 5 ouvertures par an. Et on promeut beaucoup ça chez Eleni. Hein. Ils viennent bosser chez nous, pas que pour un salaire, ils viennent aussi pour toutes les valeurs qu'on essaye de transmettre et pour l'évolution qu'ils vont avoir chez nous aussi. C'est très important du coup de pouvoir mesurer leurs performances et les former, les faire grandir. Chez vous aussi, Geoffrey, il y a une notion de gain de temps dans l'organisation que vous avez mise en place et vous en faites quoi, vous aussi, de ce temps gagné? Ouais, nous on a mis en place plein de process internes pour gagner du temps. Bien sûr, on a un vrai sujet sur faire gagner du temps à nos clients, puisque moi je suis plus de l'autre côté dans la partie outils utilisés, donc il faut que l'interface soit claire. Aujourd'hui, il y a pas mal de temps au téléphone aussi, mais voilà, il faut que tout soit hyper fluide pour que le temps passé par le client soit très limité avec nous. Et derrière, en interne, le temps passé, il est utilisé pour la relation client. Tenir au courant, c'est hyper important, vraiment toutes les étapes. Il est passé pour optimiser nos process, développer des nouveaux business models. Voilà, dès qu'on gagne un petit peu de temps, on essaie de le réinvestir à fond pour que on fasse grandir la société. On est une jeune boîte et il faut qu'on se développe sur plein d'axes différents et donc on essaie d'investir le temps comme ça. Vous êtes une jeune boîte qui est née quand? Il y a combien de temps? On va fêter notre 3e anniversaire dans 2 semaines. Ok, oui, donc une jeune boîte, mais qui s'est quand même qui s'est développée extrêmement rapidement. Oui, on a passé 1 an et demi avec mon associé Bordan, juste tous les deux. On a fait une première levée de fonds en avril 2023 de 2 millions. Et cet été, on a levé 6 millions. Donc aujourd'hui, on a vraiment de l'ampleur pour se développer. Donc vous avez démarré à 2 et vous êtes combien maintenant? Aujourd'hui, on est une petite trentaine. En moins de 3 ans. En moins de 3 ans. C'est bien. S'il y avait, alors là je pose la question à tous les trois, s'il y avait des évolutions, des innovations dans le secteur de la tech et des outils que vous utilisez ou de vos modes opératoires ou de vos organisations, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous attendez? Ça pourrait être quoi? Ça pourrait ressembler à quoi? Jonathan, on commence par vous. Ça, c'est une question bonus, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Pour que ce soit encore mieux, que ce soit encore plus rapide, que les performances soient multipliées encore? En fait, ce qui serait bien, c'est qu'à un moment donné, tous les systèmes soient interfacés ensemble, de manière à avoir qu'un seul outil sur lequel on pourrait limite tout avoir. Alors, je sais qu'il y a Devor, nous on utilise aussi Devor, qui permet de remonter tous les chiffres d'affaires. C'est comme un espèce de contrôle de gestion externalisé. Mais je pense qu'il pourrait aller un peu plus loin et d'avoir tout sur le même outil, ça serait quand même exceptionnel. Et puis après, il va y avoir de toute façon l'arrivée des bots qui vont s'occuper d'une partie des tâches les plus ingrates. Ça c'est évident, hein. Je pense que d'ici 4-5 ans on les aura sur des postes qui sont compliqués et que les gens ne veulent plus faire de toute façon. Julien. Aller chercher, enfin je sais pas, ranger les chambres froides, la plonge, tirer les palettes, etc. Je pense que... Oui. Je dirais, il y a une chose qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui en restauration, c'est le chiffre d'affaires qu'on va faire demain. Et là où peut-être en hôtellerie, on a un peu plus de prévision quelques jours, quelques semaines à l'avance, en restauration, parfois, on ne sait pas si on va faire 20 ou si on va faire 100 demain soir au dîner. Et il y a les systèmes de yield management qui existent en hôtellerie, qu'on n'a pas encore vraiment en place en restauration, qui pourraient être intéressants. Et notamment analyser un petit peu, là, je parlais tout à l'heure des outils de Reza et ce que je disais à ZenChef est dans un monde idéal, une intelligence artificielle qui puisse prendre la main et analyser et piloter justement de façon full autonome pour aller chercher un maximum de clientèle et donc de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est fait un peu plus à la mano. Demain, certainement, ce sera full automatisé. Et ça permettra d'optimiser les chiffres d'affaires. Geoffrey, si on pouvait améliorer quelque chose, ça pourrait être quoi? Pareil, nous on a énormément de process en interne qui sont très chronophages et faits à la main. Et nous on travaille dessus aujourd'hui en développant nos propres IA qui du coup font gagner du temps à l'équipe. On a eu un vrai sujet il y a quelques mois par exemple sur la mise en ligne des annonces. Pour qu'une machine soit vendue dans de bonnes conditions, il faut qu'il y ait toutes les informations dessus. Ce n'est pas forcément évident, donc du coup on a créé une IA qui nous aide à retrouver les infos, à avoir des trucs bien complets et du coup qui répondent à la demande des clients. Et quand on a un sujet comme ça, on a la chance d'avoir les fonds et les ressources pour développer nos propres IA et répondre à ça. Mais du coup c'est intéressant vos besoins parce que
Peut-être qu'un jour on pourra les intégrer à Alpaga, ce qui serait idéal, mais en tout cas, voilà, on utilise l'IA comme outil de construction sur mesure pour les clients, et en vrai c'est assez énorme ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais, bah oui, j'imagine. Juste un mot à propos de la formation, parce que ces outils, quand on vous écoute, ont l'air quand même un peu complexes. Donc il faut les apprivoiser, il faut les adopter, il faut les maîtriser au sens usage quotidien. Comment vous avez fait pour vous former vos équipes? Comment ça s'est passé? Qui veut commencer? Je vous parle rapidement. Bon, en général, chaque prestataire a son système de formation et qui est de plus en plus efficace en plus, parce que maintenant ils intègrent aussi beaucoup d'IA dans la formation. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont prendre une image fixe et ils vont la personnaliser par rapport à l'enseigne. Et puis à un moment donné, donc ça se comprend beaucoup plus facilement, c'est super bien fait. Ils vont prendre un bonhomme et puis ils vont l'animer, etc. Et puis on va s'habituer à ça et c'est vachement bien fait ça. Donc sur la formation en tout cas, il y a aussi du progrès qui a été bien fait. Et donc rapidement, quand je vous écoute, ça a l'air d'être rapide. C'est des formations qui tiennent en quelques heures. Oui, et puis après, on choisit nous des outils qui créent un réel intérêt en fait pour nos équipes. Donc ils sont intéressés. Si c'est un outil qui n'est pas intéressant, ils ne vont pas l'utiliser. Donc il faut dans tous les cas que ce soit vraiment efficace, quoi. Pierre-Julien, au niveau de la formation? Ces outils sont assez bien faits en général et on les prend justement pour leur simplicité, leur efficacité. Donc c'est assez intuitif. En revanche, c'est vrai que si on veut vraiment aller au bout de chacun des outils, ça demande quand même pas mal d'e-learning. Et voilà, il y a des packages de formation en général. Quand on démarre, on est quand même assez bien accompagné. Et après, il y a beaucoup de tutos en ligne. Il y a de l'IA maintenant aussi qui permet de répondre automatiquement aux questions. Donc c'est assez bien fait. Oui, d'accord. Geoffrey? Bah, pareil, nous on a des équipes tech en interne, nous tech et produits, donc du coup ils nous aident aussi, c'est un peu nos référents techniques. Ils sont sur place. C'est ça. Ils nous aident à faire des formations et à bien comprendre les outils. Et quand on sort des nouveaux outils, et là l'outil de mise en ligne via IA va bientôt sortir à dispo pour les utilisateurs. Et là par contre à nous de faire en sorte de répondre aux contraintes avec un e-learning et une formation qui soit hyper claire pour que tout le monde puisse le prendre l'outil en main très rapidement pour tous les gens qui voudront mettre des équipements en vente. D'accord. Si vous deviez, et il y en a peut-être dans la salle, donner quelques conseils ou en tous les cas des idées à de jeunes restaurateurs ou futurs restaurateurs, les rassurer entre guillemets sur justement la digitalisation, le côté automatisation qui ne déshumanise pas, au contraire, hein, quand on vous entend, on n'est pas du tout dans ça. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire sur finalement ce que vous avez vécu avec cette transformation, ce passage à la digitalisation? Qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes restaurateurs? Déjà, la première chose que moi je pourrais dire, c'est quand on crée un concept de restauration, on est au départ focus sur le produit et sur le client. Et pas tellement finalement sur cette partie de back-office. Je ne sais pas si tu étais comme ça toi au départ. Et je trouve que ça c'est une vraie connerie parce que dès le début, il faut comprendre que la restauration, on sert nos clients, on fait notre métier de service, mais en même temps on fait très attention dès le début en fait, à ces KPI, d'accord, à ces chiffres clés. Et il ne faut pas hésiter en fait, à regarder tout ce qui se passe dans l'écosystème de la restauration. Aujourd'hui, ces outils ne coûtent pas cher en fait, à mettre en place parce que c'est des abonnements. Il n'y a pas des grosses... Quand vous dites pas cher, ça veut dire que vous, par mois, j'ai cru comprendre, vous en avez 4 ou 5, hein, si j'ai bien compté. Oui, c'est ça, mais c'est un coût peut-être tout confondu de 400 euros par mois par établissement. Tous les outils ensemble. Oui. Donc ça reste encore accessible, raisonnable. Oui. Ça reste accessible. C'est pas quelque chose qu'on achète et qu'il faut amortir. C'est un abonnement. Donc il faut prendre du temps, en tout cas effectivement pour la formation, pour bien l'intégrer, pour aller quand même au bout des choses et l'utiliser. Mais c'est très très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent en restauration et qui se plantent parce qu'ils ne suivent pas. Vous savez, c'est comme s'ils étaient lancés sur l'autoroute avec sans tableau de bord. Ils ne savent pas s'il reste de l'essence, s'ils sont en dépassement de vitesse, etc. Donc c'est vraiment important de pouvoir suivre les ratios et de pouvoir piloter au mois le mois. Ça permet des dérives en fait et de réagir très rapidement. Pierre-Julien. 100% aligné. Aujourd'hui, en restauration, on ne peut pas se permettre de ne pas suivre des ratios essentiels. Hein. Il en va de la survie des restaurants. Les matières premières sont en hausse permanente. Les salaires augmentent, les coupures diminuent. Le client final, finalement,
presque un peu moins d'argent à dépenser. Donc il faut absolument être performant en termes de gestion. Et aujourd'hui, il est absolument nécessaire, je pense, d'utiliser des outils qui sont digitalisés et qui permettent d'avoir une vision immédiate et précise de la rentabilité des exploitations. Geoffrey, dans votre clientèle, vous n'avez pas que des restaurateurs. Non. Vous êtes ouvert à d'autres secteurs que celui de la seule restauration ou de l'hôtellerie. Ça représente quel pourcentage quand même les restaurateurs, en tous les cas tout ce qui est lié à, on va dire, l'hospitalité dans vos clients? Alors, nous, nos clients, c'est principalement quand même le CHR. On a de la boulangerie-pâtisserie à côté, traiteur, etc. Mais CHR, ça reste notre clientèle principale. Aujourd'hui, c'est 70% en CHR. D'accord. Et quand on vient vers vous, quand notamment les jeunes viennent vers vous, donc ils viennent vers vous parce qu'effectivement ils se disent je vais avoir un investissement, disons, moindre que si j'allais acheter du neuf, voilà. Vous avez un discours pour les rassurer. Ils ont des questions particulières qu'ils vous posent? Alors, quand on est arrivé sur le marché, c'est vrai que la seconde main avait un peu mauvaise réputation. En fait, c'est des équipements qui sont au cœur des cuisines, donc si ça tombe en panne, toujours cette question de la confiance en fait dans l'équipement. Nous, comment on les rassure, c'est en faisant reconditionner les équipements, en posant des garanties dessus qui sont longues. Donc sur du déclassé, c'est jusqu'à 1 an, voire plus. On peut monter jusqu'à 2. Sur de la seconde main reconditionnée, c'est plutôt jusqu'à 1 an, mais du coup avec une décote en termes de prix qui est hyper intéressante, qui permet de prendre le risque. Ça veut dire que quand vous dites ça, c'est quoi? C'est 50%, c'est 40% la décote quand vous dites intéressante? Sur la seconde main, c'est au moins 50%. Ok. Voilà, au moins minimum, voire 60. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire en tout cas. Et voilà, donc on met en place ces garanties qui donnent confiance. Et après, on a des contrats de maintenance préventive qui sont souvent utilisés souvent demandés et voilà, parce que du coup ça rassure vachement, ça limite le risque de casse de presque 80% quand même, donc c'est quand même hyper important. Et encore une fois, on mise tout sur le SAV partout en France, 7 jours sur 7, hyper important parce qu'encore une fois, après c'est pas parce que c'est acheté de seconde main que ça va tomber plus en panne, enfin quoi qu'il arrive ça va tomber en panne à un moment donné. L'idée c'est d'en sortir et de faire tourner le restaurant rapidement. Et dans votre clientèle, vous avez beaucoup de jeunes? Oui. Ouais, c'est la majorité de votre clientèle, en tout cas dans le secteur des CHR? Alors, c'est pas la majorité, mais on en a beaucoup, des primo-entrepreneurs de moins de 35 ans. C'est un bon 20% quand même de notre base client, donc c'est beaucoup. Et du coup, on les accompagne aussi beaucoup sur... du coup, là, quand ils ouvrent vraiment du début, on peut les accompagner sur les travaux. On a des partenaires experts comptables, notaires, pour les aider à trouver des locaux. En fait, on a un écosystème autour de Alpaga de pros qui permet d'avoir un peu des partenaires de confiance avec des remises intéressantes, parce que c'est ces gens qu'on connaît bien et du coup on se fait des remises sur les gens qu'on s'apporte mutuellement, mais ces gens qu'on a testés, qui ont été validés par des pros, etc. Donc on essaie d'avoir un package au maximum clé en main qui permet de rassurer et de faciliter la vie des restaurateurs, parce que je pense que leur mission à eux, c'est de créer leur concept, de bosser sur leur com, sur leur carte, sur tout. Enfin, il y a des choses hyper importantes à faire. Et pour le coup, choisir un matériel ou s'inquiéter de s'il va tomber en panne ou savoir où le placer dans la cuisine, etc. C'est un autre métier et celui-ci, on le prend. Et je pense que comme ça, on leur fait gagner du temps à l'ouverture et ça donne aussi vachement confiance. Oui, c'est sûr, parce que pour aller jusqu'au notaire, tout de même, ça limite. Enfin, pour eux, ils n'ont plus qu'un interlocuteur. C'est l'idée. En fait, les équipements, ça reste une des... peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas, de mon expérience, c'est une des premières préoccupations d'un restaurateur. Il y a le lieu, évidemment, et les équipements n'arrivent pas très loin après. Et donc, on est souvent très tôt dans le process de décision. Et donc, du coup, on peut les orienter vers, quand ils ne sont pas sûrs, quand ils ont des questions ou quoi, on les oriente vers des experts. Et comme ça, ça fait un package. Nous, on ne prend rien dessus, c'est payant ni pour... mais c'est vraiment juste une aide pour tout le monde. Ça fait partie de l'accompagnement. C'est ça. J'ai une autre question. Tout à l'heure, je vous demandais quelles sont les innovations que vous pourriez attendre. Et là, j'ai envie je vous invite à poser à prendre un petit peu de recul. Et sur les 5 dernières années, on va dire depuis le Covid, par exemple, qu'est-ce qui a le plus changé dans votre façon de travailler? Alors oui, vous venez depuis 3 ans. Alors depuis 3 ans, qu'est-ce qui a le plus changé dans votre façon de travailler au quotidien, votre pratique quotidienne? Qu'est-ce qui a le plus changé? Alors,
Je me retourne vers alors, les restaurateurs et après Je vers l'ai vous. déjà dit tout à l'heure, mais sur les 5 dernières années, nous, ce qu'on a fait, c'est déjà la digitalisation du parcours client. On n'avait pas du tout ça avant, on n'avait pas les bornes de commande, on les a mis très tard, on les a mis après le Covid. Donc nous, Ouais, on c'est fait vrai. partie des derniers, en tout cas, Ouais. en restauration fast casual à l'avoir mis en place. Et voilà, je dirais que ce qu'on a surtout changé, à part la digitalisation et en amenant de la digitalisation, pardon, c'est du pilotage. C'est du pilotage mensuel qui nous permet effectivement de savoir s'il n'y a pas un fournisseur qui a augmenté un produit sans qu'on le voit, hein, par de derrière les fagots. Ça arrive souvent et ça nous permet d'avoir beaucoup plus de contrôle et des résultats qui sont exceptionnels. Mais vraiment exceptionnels. Ça veut dire que, par exemple, alors avant Covid, hein, je mets le Covid entre parenthèses, mais avant Covid et maintenant, Avant le Covid, on était sur l'autoroute sans compteur. et, et votre chiffre d'affaires entre avant Le Covid chiffre et d'affaires maintenant. était là, on gagnait de l'argent, mais là, ça n'a plus rien à voir. Ouais, d'accord. C'est plus du tout le même dossier. En fait, on est rentré dans une logique de franchising. Oui. C'est-à-dire, c'est pas juste de la franchise, c'est du franchising. On va beaucoup plus loin. On est en train de mettre en place vraiment quelque chose de dédié. Enfin, on veut que nos franchisés gagnent beaucoup d'argent pour pouvoir développer les réseaux, développer les marques, avoir envie de prendre peut-être une autre marque. Ils ont Factor & Co, ils vont prendre Italian Queen, ils vont prendre Los Pueblos. C'est un peu l'objectif. Donc, pour bien les accompagner, il faut qu'on ait les bons outils et qu'on sache bien piloter nos entreprises pour qu'ils puissent piloter à leur tour. Combien de personnes travaillent pour votre groupe aujourd'hui? On est en tout, on est quasiment 300, je pense. Ouais. Pierre Julien, qu'est-ce qui a le plus changé ces 5 dernières années? On a démarré, nous, en 2017 avec le restaurant Yaya à Saint-Ouen. Donc, je dirais, 2017, on naviguait un peu plus à vue. Et le chiffre était là constant. Et post-Covid, on a quand même vécu le télétravail avec des déjeuners qui s'essoufflent. On a vécu aussi des moments où on a pas mal de restaurants festifs, donc on pouvait moins faire la fête. Donc, des activités un peu en dents de scie. Et clairement, les outils digitalisés nous ont permis du coup de piloter de façon beaucoup plus juste et précise l'activité. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de retrouver des niveaux de marge qu'on pouvait avoir pré-Covid. Et de rester dans une dynamique de développement. Hein. Vous disiez Exactement. 4 à 5 restaurants nouveaux par an, hein, c'est ce que vous avez dit. On est 3, donc gérer 2 ou 3 restos, on peut se séparer, on peut bosser 7-7 du matin au soir, on est partout, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on en a 15, demain 20, c'est plus possible. Donc il y a des niveaux de seuil où à un moment, il faut arriver à préserver l'expérience client, arriver à gérer du dev, préserver la rentabilité des exploitations. Donc tout ça, ça demande d'avoir une lecture de la performance immédiate. Et ça, c'est un vrai changement. Il y a des niveaux de seuil où on doit se structurer à un moment et mettre des choses en place pour absolument éviter certaines erreurs, puisque un restaurant qui ne marche pas, il peut malheureusement en couler 4 ou 5 qui marchent, donc il faut faire très attention. Et c'est vrai que les outils digitalisés nous ont beaucoup aidés dans le pilotage de la performance. Geoffrey, vous diriez quoi alors depuis votre création? Alors, on a vu quand même qu'il y a une explosion, enfin, vous êtes développé quand même très rapidement. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le moment où vous avez créé votre société et maintenant? Alors, nous, on grandit vite, donc on apprend tous les jours, etc. Mais ce que je sais, c'est que je pense qu'avant Covid, il y a encore peut-être 10 ans ou même avant, enfin, en gros, je pense que l'ADN d'Alpaga aurait moins marché qu'aujourd'hui. Je pense que c'est une époque où il y avait un peu moins de notion d'économie vraiment sur, enfin peut-être que je dis des bêtises, hein, mais en tout cas c'est le retour du marché que j'ai, j'y étais pas, mais en gros qu'il y avait un peu moins cette notion de viens on va économiser fort sur les capex à l'entrée, etc. La notion aussi de seconde main, un peu l'ADN environnemental était un peu moins présente dans nos quotidiens, et en fait du coup je pense que Alpaga en 2015 aurait moins marché que Alpaga aujourd'hui. Je pense qu'il y a un time to market qui est aussi bon, et de se dire que voilà, aujourd'hui on est dans un bon moment où on est conscient des enjeux environnementaux, on est conscient des enjeux économiques. La seconde main fait partie de notre quotidien. Nous, en tant que particuliers, il y a tous les outils qu'on veut pour acheter tout ce qu'on veut de seconde main, des trucs hyper rodés. Et pour les pros, ça n'existait pas. Et du coup, je pense que voilà, c'est un gros changement. Et c'est aussi une raison pour laquelle je pense que la solution répond à un besoin. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, je vois un bras levé.
Est-ce qu'il faut que je donne mon micro ou il y a un micro qui circule? Il y a un micro qui circule. Merci. Merci beaucoup. Il y a Merci un à micro vous. qui circule. Merci beaucoup. J'ai juste 2 questions. Il y a 2 outils que vous avez mentionnés, Monsieur Jablonski. L'ERP, c'est Mica One. Vous voulez bien me l'épeler, s'il vous plaît? Mica One, oui. C'est l'ancien NetResto. C'est un outil qui a été créé à la base par les restaurants Lacrier pour leurs établissements. Et c'est la première fois qu'il y a un outil comme ça qui est créé par des restaurateurs pour le coup. Donc ils connaissaient bien les besoins du restaurateur. Ok, ce serait Mica, M-A-M-I... M-Y, plus loin, c'est C-A-W-A-N. Ils sont sur le salon, hein, ils ont un stand en face d'une autre. Super. Et un autre aussi que vous avez mentionné, apparemment c'est un outil prédictif, Soul Food, c'est ça? Full Soon. Full Soon. Ils sont aussi sur le salon. Full F-U-L-L. F-U-L-L, Soon, comme l'anglais, S-2-O-N. Ok. Ok. C'était tout. C'est tout? Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a une autre question ou d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors moi j'ai une question. Vos parcours, est-ce que vous venez tous de la restauration ou vous avez des parcours différents? Je commence par Jonathan. Alors, j'ai pas un parcours normal en restauration, puisque moi, j'ai fait une école de commerce. Et depuis que je suis tout petit, je voulais faire de la restauration. J'ai quand même fait une école de commerce pour le côté business. J'ai fait un master entrepreneur à l'ISC Paris. Et en fait, j'ai appris à faire les bagels au départ, donc toute la boulangerie américaine aux États-Unis directement dans le New Jersey. Ok. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai appris sur le tas à faire toute la pâtisserie américaine. Donc pas du tout parcours, mais complètement autodidacte pour le coup. Ouais. Je n'ai pas fait d'école hôtelière comme la plupart de mes amis. Pierre-Julien? Pareil, assez autodidacte aussi. École d'ingé, master en finance. Et moi, j'ai bossé en salle des marchés. Mon frère était en M&A. On a vécu les subprimes. Et à ce moment-là, on a décidé de changer de vie, de retrouver un métier qui faisait plus sens. Et on avait la chance d'avoir une belle histoire familiale puisque nos grands-parents détenaient des champs d'oliviers en Grèce. Okay. Donc, on a repris la production. On a créé la marque Kalios à ce moment-là. D'accord. Et on a distribué aux chefs à Paris, aux grands chefs étoilés, aux épiceries fines, nos produits, la production familiale. Et de fil en aiguille, on a rencontré Juan Arbeláez, qui est devenu un partenaire, un meilleur pote de cœur. Et on a décidé, après un voyage en Grèce dans notre village, on s'est dit... la Grèce est quand même pas très représentée à Paris. C'est souvent des restaurants un peu à l'ancienne, un peu poussiéreux, et on avait envie de donner une image un peu plus moderne. Et on s'est dit, on va faire un restaurant pour accueillir les copains comme à la maison, en plus grand, en plus cool, en plus beau. Et ça a démarré comme ça. Et puis, de fil en aiguille, on a invité quelques potes, on a fait des belles soirées les jeudis, et on a transformé ce restaurant de Saint-Ouen en restaurant festif. Et après quelques mois, on s'est retrouvé à 1200 personnes à faire la fête dans le restaurant et les rues qui débordaient tout autour. Et puis voilà, un restaurant, puis deux, on apprend le métier. C'est un métier très dur, mais passionnant. Et on s'est dit, on n'a pas envie de s'arrêter là, donc on a continué. Et puis Elénie a bien grandi depuis. Et ça continue. Et ça continue de grandir. Et Geoffrey, votre parcours, ce qui vous a amené jusqu'à Alpaga? Ouais, alors moi, mon associé et moi, on est tous les deux ingénieurs en aéronautique et spatiale à la base, donc on n'était pas dans cet univers-là. Après, on a tous les deux Ils n'ont pas réussi à faire des avions, ils ont fait des lave-vaisselle. Exactement, on n'était pas très bons à l'école. Et donc du coup, on a monté une première boîte tous les deux en sortie d'études qui s'appelait Mokaya. En gros, on faisait des moules en silicone sur mesure pour la pâtisserie de luxe avec une techno d'impression 3D qu'on avait développée en école. Ça avait bien marché. On avait fait plein de projets pour tous les palaces, Cédric Grolet, Pierre Hermé, tout ça. Une boîte qu'on a gardée 2 ans et demi, qu'on a revendue en fin 2020 à un groupe qui est basé dans le nord de la France. Et c'est au contact en fait des chefs avec qui je passais beaucoup de temps, des restaurateurs, etc., que je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet sur l'accès aux équipements de seconde main. Et que les équipements, en fait, parce que c'est un marché qui est un peu caché quand même quand on vient de l'extérieur. C'est vrai. Et donc je me suis rendu compte de ça. Et du coup, j'ai appelé Bordan au moment où on devait quitter Mokaya. Et je lui ai dit, viens, parce qu'on l'avait monté Mokaya ensemble. Et je lui ai dit, viens, on refait une boîte. Et donc ça fait bientôt 10 ans qu'on ne se quitte pas. D'accord. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui.
Bonjour, merci pour la conférence. Je voulais poser une question par rapport au fait, là par exemple pour vous deux qui en avez ouvert plusieurs, et maintenant je pense que vous n'êtes plus trop dans l'opérationnel pur et dur, à peut-être prendre les commandes, faire le service, tout ça. Déjà, c'est à quel moment que vous êtes détaché de ça, et qu'est-ce que c'est vos conseils pour avoir la même qualité, même si vous n'êtes pas là, pour donner la même énergie, garder le même concept, les mêmes valeurs à vos clients, et contrôler la qualité. Allez, je me lance. C'est une très bonne question. Moi, à un moment donné, dans les restaurants, j'arrivais tous les matins, je voulais toujours changer quelque chose. La disposition, les chaises, ça allait pas. Je suis tellement minutieux que je voulais tout le temps tout changer. Et un jour, j'ai le directeur du restaurant qui était là, il me dit « John, tu veux qu'on se développe? Tire-toi des restaurants, on veut plus te voir dans le restaurant. » Et il a bien fait, parce qu'en fait, à partir de ce moment-là, j'ai effectivement pu me concentrer sur ce que j'adore faire, et ce que j'aime faire, et ce que je sais faire. Finalement, c'est du développement, aller chercher des partenaires, des franchisés, etc. C'est qu'à un moment donné, quand ça roule dans l'opérationnel et que vous pouvez vous développer, faites-le. Sortez de la zone de confort et allez-y. Et faites confiance aux vos équipes en les contrôlant et en les continuant à leur donner de la force, parce que c'est important qu'ils se sentent importants. Et ils sont importants d'ailleurs. Mais si, ça doit marcher sans vous, et ça doit même être meilleur quand vous n'êtes pas là que quand vous êtes là. Et là, vous avez tout gagné en fait à ce moment-là. C'est un peu mon expérience. Julien. Et moi, je crois beaucoup à l'exemplarité et on essaye d'être le plus présent possible dans les exploitations. Et l'opérationnel, on l'a jamais vraiment lâché en vrai, parce que le jour où on débranche totalement, le modèle il est assez difficile à tenir. Donc on a mis en place des directeurs très performants. La clé, c'est les directeurs d'exploit et les chefs. Et quand la tête va bien, en général, il y a tout qui suit derrière. Donc il faut des vrais piliers. Il faut savoir les accompagner, les former. Il faut savoir mesurer aussi leurs compétences, on va dire, et au-dessus de ces directeurs, plus on grossit, et ensuite après on structure avec des directeurs opérationnels qui sont les directeurs des directeurs. Et moi j'ai gardé en main la direction des opérations. Donc on essaye un petit peu à chaque fois de déléguer, puisque plus on grandit, il faut, mais on essaye de toujours garder un œil quand même et un pied dans les exploits, c'est hyper important. C'est des métiers très humains où l'humain est extrêmement important, et si ça marche, c'est grâce à l'humain. Donc il faut être là, il faut être présent, il faut être là pour les détails. Ça se joue sur des petits détails pour faire la différence, et on n'a jamais vraiment lâché les opérations. Après, si je peux me permettre, on est dans deux univers complètement différents. Je ne sais pas dans quel univers vous êtes, mais je me mets à sa place. C'est des restaurants festifs, il y a un chef, il y a des choses qui changent, etc. Alors que chez nous, en fait, tout est processé. Et à partir du moment où c'est ultra processé, ultra contrôlé, on peut se permettre effectivement de sortir de l'opérationnel, tout en y passant évidemment, et en contrôlant. Mais ça dépend dans quel secteur de restauration vous êtes. Si vous êtes en restauration rapide ou plus comme lui, il faut peut-être rester un peu plus. Au premier, quand vous avez ouvert du coup le deuxième, c'est quel moment où vous êtes dit bon là on peut lâcher un peu, même si parce que là moi j'en ai un, mais je pense des fois à un deuxième, et je me dis le moment où je vais ouvrir le deuxième, il va falloir que je lâche de l'opérationnel pour pouvoir me concentrer sur le développement. Est-ce que c'était un peu entre les deux et vous étiez encore un peu dans les deux? Quand on a ouvert le premier Yaya à Saint-Ouen, on a ouvert le deuxième en 2019 à Halle-Secrétan. Et c'est marrant puisque c'est un deuxième Yaya, donc l'effet ouverture remplit le nouveau restaurant. C'est assez immédiat avec une belle agence presse. En général, on remplit vite quand l'expérience est bien faite et que le produit est bon. Et ça remplit aussi le premier. Donc c'est marrant, les 2-3 premières ouvertures débordent sur les autres restaurants. Donc c'est génial, c'est génial parce que ça amène des sources de CA qu'on n'aurait même pas imaginées. Et en plus de ça, on va faire du cross-business, on remplit les carnets de commandes, les carnets de résa des autres restaurants.
Et il faut faire attention à un moment puisqu'on peut ne pas détecter certaines anomalies dans les autres restaurants. Donc je dirais à partir de 2-3, il faut faire hyper gaffe. Et là, il faut décider soit de s'arrêter là et de bien le faire, soit de vraiment se structurer, monter des équipes, ce qui coûte cher du coup. Il faut sacrifier les 2, 3, 4 prochaines exploits pour payer la structure qui a été mise en place. Voilà, mais parfois il vaut mieux s'arrêter à 2-3 et bien les faire que ouvrir en cascade une dizaine au risque parfois de tout perdre. 100% aligné. Est-ce qu'il y a encore une question? On peut encore prendre une question. Plus de questions? Bon. Oui, une question? Oui. Oui, Ah, pardon. bonjour. Je voulais savoir comment on se réinvente en restauration au quotidien et comment on trouve toujours de nouvelles idées pour surprendre ses clients. Ça, c'est très simple. La première chose, c'est de sortir de sa zone de confort ou de connaissance et de venir, bien évidemment, au Leaders Club. Bah oui, je suis obligé. Non, mais c'est en discutant avec les copains. C'est hyper bienveillant en plus comme club. Donc, ça permet de savoir ce qui se passe, évidemment, dans le milieu, les tendances de la restauration qui sont mises en avant. Et puis, ça permet de savoir, voilà, si demain il utilise un certain système, il va me dire bah, c'est génial, etc. Teste-le. Bon, c'est pas en restant dans sa cuisine ou dans son établissement qu'on sait ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, sinon, bah, s'intéresser tout simplement, sans arrêt, être en veille de savoir ce qui se passe, regarder beaucoup ce qui se passe à l'étranger. Et on est des éternels étudiants, j'ai envie de dire. Pierre-Julien. C'est vrai qu'on est en perpétuelle évolution en fait. On mange beaucoup chez nous, on mange beaucoup chez les copains et chez les autres, on voyage beaucoup. Et c'est vrai qu'on essaye d'aller vraiment dans tous les derniers détails et c'est important d'aller d'échanger sur des salons comme ici. C'est important d'aller goûter chez les autres, de parler. Il y a beaucoup de communautés dans la restauration quand même, donc on échange beaucoup. Et après, il faut sans cesse se remettre en cause, en question. Et quand tout va bien, c'est là je dis, quand tout va bien, tout va mal en fait. Quand tout va trop bien, c'est là où il faut repenser parfois les modèles et se remettre en question et se réinventer. Toujours en mouvement, il a raison. Oui, j'allais dire, tous les deux, vous allez souvent tester des restaurants. Alors, je mets entre guillemets deux concurrents. Vous allez souvent au restaurant, pas chez vous, comme vous dites. Ah oui, on y va, les équipes marketing y vont, et puis c'est important. Mais pour regarder ce qui se fait, hein, moi je vais très souvent chez toi, j'adore, c'est génial ce qu'il fait. Bon, mais c'est pas pour ça que demain je vais faire de la cuisine grecque, c'est parce que ça me plaît, quoi. Ouais, il n'y a pas vraiment de concurrence, Oui. ouais, la bonne concurrence. J'ai mis des On va goûter chez les copains. Ouais. En général, quand c'est bien fait, ça marche. Quand c'est bien fait, bien géré, ça marche. Donc, Oui, il n'y a pas de raison. donc ouais, on va souvent chez les copains pour découvrir. Vous voulez le mot de la fin? Vous voulez rajouter quelque chose? Non. Donc ce sera le mot de la fin. On va chez les copains pour découvrir. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé ce début d'après-midi avec nous. Merci beaucoup. Et donc il y a une conférence qui enchaîne tout de suite derrière. Allez, merci tout le monde. Merci à vous trois. Et merci.